Venez nous écouter, vous irez pas. Ouais, venez, venez. N'ayez pas peur, venez. Bon. Maxime, tu nous dis qu'on est OK? Parfait. Oui, tout à fait. Bon, bonjour. Ouais, c'est pour ça. Bonjour à tous et donc bienvenue à ce nouveau Wake Up consacré à un thème assez particulier qui est celui du défi de l'impossible et du questionnement de l'ordre établi. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait un petit teaser qu'on voulait vous partager. Alors, vous allez me demander donc pourquoi on a choisi aujourd'hui de parler finalement de ce thème, qui est le défi de l'impossible. Eh bien, si on prend le temps de s'arrêter et de regarder ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce avec toutes les questions autour de l'environnement, autour de la transition numérique, autour également de l'éducation, de la formation et des nouvelles compétences, mais on se rend compte que les entreprises, et en particulier GRT Gaz, eh bien demain va sûrement faire face à de nombreux défis, des défis qui pourront peut-être paraître pour certains impossibles. Et après, si on s'intéresse aussi à ce même sujet, mais sur le prisme de la vie personnelle, eh bien, on se rend compte que ces mêmes sujets, finalement, nous amènent à changer notre manière de consommer, notre manière de nous éclairer, de nous chauffer, même de concevoir l'éducation de nos enfants, et qui fait que, eh bien, on a souvent tendance aussi dans notre vie personnelle à devoir relever certains challenges, certains défis. Et en fait, donc aujourd'hui, on a eu l'honneur, en tout cas, d'avoir donc Magali Anderson, eh bien, qui a su, tout au long de sa carrière, relever le défi, qui a su défier finalement l'impossible. D'abord ingénieur, ensuite manager, directrice, et j'en passe. Coach également, sur son blog donc lapétroleuse.com, mais également conférencière primée. Tu as eu donc en 2018 le prix de la femme de l'international dans le domaine de l'industrie, offert par l'usine Nouvelle. Dernièrement, donc, tu as intervenu dans un TEDx, et c'est là que je t'ai vu, rencontré. Et en fait, j'ai été très inspiré par ce que Magali a pu partager lors de ce TEDx. Et c'est pour ça que aujourd'hui, la Digital Academy a voulu vous partager en tout cas cette expérience-là. Donc Magali, je vais te laisser du coup, la parole. Juste, petit détail. Donc pour les personnes qui sont dans la salle et aussi à distance, n'hésitez pas à vous connecter sur app.klaxon.com, on commence à avoir l'habitude. Donc le code est affiché ici, 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 et peut-être encore derrière, je crois. Donc vous ne pouvez pas le louper. On a fait un petit sondage aussi sur Twitter pour savoir si on avait également des personnes qui défiaient l'impossible. Et sur notre sondage, 53% ont répondu oui. Bon. À toi, Magali. Merci, Johan. Bonjour. J'ai compris qu'il y avait des gens derrière l'écran, donc bonjour les gens de l'autre côté de l'écran et bonjour les gens devant moi. Alors, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment cette petite fille, prise sous son meilleur angle, je pense. Alors, je viens d'une famille de la classe moyenne. Ma maman était institutrice, et toujours vivante, mais elle est à la retraite. Un petit village de l'Oise, un papa dessinateur industriel qui n'avait jamais voyagé, donc pas tellement destiné à faire, entre guillemets, des grandes choses. Et puis très tôt, quand j'étais étudiante, je me suis rendu compte que j'allais pas vraiment réussir à être une personne
qui allait avoir un job avec un chef au-dessus de moi, à me dire tous les jours quoi faire, etc. C'était pas tellement dans mon caractère. Et donc la meilleure manière d'éviter ça, entre guillemets, c'était déjà d'être diplômé. C'était en tout cas le chemin le plus simple. Donc je suis allé à l'INSA de Lyon. J'ai fait cette école d'ingénieur et puis, comme tous les jeunes qui sortent de l'école, j'ai strictement aucune idée de ce que je voulais faire à la fin. Bon, je suis ingénieur mécanique, ça ouvre beaucoup de voies. Et tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas de routine, et je ne voulais pas d'un travail de bureau, et je ne voulais pas d'un travail de 8h à 5h. Donc ça laissait quand même le champ assez vague. Et j'ai rencontré un jeune homme qui était ingénieur terrain chez Schlumberger, et qui travaillait dans la jungle brésilienne, enfin le truc incroyable. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux faire. Donc, vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, ils font les journées où les entreprises, les forums d'entreprises qui viennent. Donc, moi, je vais voir Schlumberger. Bonjour, monsieur Schlumberger, je voudrais être ingénieur terrain, s'il vous plaît. Et là, le mec me regarde, comme ça. Et il me dit non. Il me connaissait absolument pas, je n'avais pas parlé encore. Alors, ça m'a un peu vexé. Et puis j'étais surtout très déterminé. Et puis, j'ai jamais beaucoup aimé les noms, en fait. Et donc, je suis resté là, et je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi non. Même il y a 30 ans, on ne pouvait pas dire à une femme non parce que tu es une femme, c'était un peu compliqué. Donc je n'ai pas bougé. J'ai fait le siège de son stand pendant 2-3 heures. Et puis, au bout d'un moment, je l'ai quand même eu à l'usure, il n'en pouvait plus, donc il a fini de guerre lasse par me donner le fameux questionnaire. Bon, il a joué le jeu, il l'a transmis, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à 22 ans à partir sur plateforme pétrolière au Nigeria. Alors, c'était, comme je disais, on n'avait quasiment aucune femme. On était moins d'1% de femmes recrutées. Alors, pour donner une idée, pendant mes entretiens de recrutement, le recruteur me demande qu'est-ce que votre maman pense de cette carrière? Et donc, je lui dis... vous posez cette question aux hommes, alors il me répond non, je dis donc je refuse de répondre. Mais à la rigueur, c'est pas qu'il était particulièrement sexiste ou quoi que ce soit, c'est juste que je pense qu'il n'avait jamais de sa vie interviewé une femme, et il avait strictement aucune idée comment le faire. Il s'est à aucun moment dit je vais l'interviewer comme les autres. Donc je suis parti sur plateforme pétrolière, et là ça a été c'est un métier très dur, très éprouvant. Ce qui était dur dans mon cas, ma difficulté supplémentaire, c'est que j'étais quand même un petit peu seule comme femme. Donc j'étais seule évidemment sur la plateforme, au milieu de la mer, 80 hommes. Mais j'étais seule en ville également. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune expat femme en dehors de moi. Et puis à l'époque, réellement, la communication se faisait par Telex. dans un digital hub, je trouve que c'est pas mal. Mais donc réellement, j'avais aucun moyen de contacter mes copines, la maison, tout ça. Et ça, c'était plutôt un peu compliqué parce que je ne pouvais discuter avec personne de mes problématiques à moi. Mais bon, à côté de ça, on s'amusait bien. Sauf au début. En fait, quand je suis arrivée au début, de nouveau, c'est un milieu très dur. Il a fallu que je survive. Et ma manière de survivre, ça a été de me montrer aussi forte que possible. C'est-à-dire chieuse, quoi. Donc j'étais dans le combat perpétuel, dans l'agressivité perpétuelle, dans le t'es pas cap, je peux le faire et je le fais mieux et je suis meilleur que les autres, etc. Puis très vite, comme je disais, on est dans un milieu quand même assez isolé, et là je me suis retrouvée encore plus isolée parce que du coup je m'étais pas fait beaucoup d'amis avec cette attitude. Et il y a eu un moment, il a fallu que je me remette en question parce que c'était quasi une question de survie. Et là je me suis vraiment dit... bon, clairement, mon attitude n'est pas la bonne. C'est assez rare que je me donne tort. Et là, je l'ai fait. Et voilà, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut aborder le truc. Peut-être que finalement, je vais être plus coulante, je vais être plus dans la collaboration, dans le travail d'équipe, etc. Et c'était une très très grande leçon, et certainement ma première leçon de vie. Et puis, comme je disais, j'étais la seule femme on était une bande de jeunes. L'âge moyen des expats à Wari, au Nigeria, à ce moment-là, devait être entre 25 et 30 ans. Et devait arriver ce qui arriva. J'ai rencontré mon mari sur plateforme pétrolière
romantisme absolu. Nous étions très beaux tous les deux avec nos casques, nos bleus de travail et nos bottes de sécurité. Et alors là, Schlumberger, qui ne savait pas déjà gérer une femme, un couple, c'était beaucoup trop. Et donc, un de nous deux a dû partir. Alors, je revois très bien ma discussion avec le RH qui était descendu à Wari pour me voir. Et je lui avais dit, écoute, j'ai mis 3 mois pour trouver un boulot, 25 ans pour trouver un mari. D'après toi, qui vais-je choisir? Alors, j'ai choisi mon mari. Et puis, j'ai bien fait, puisque ça arrivé assez rapidement après. Mais, et donc, je suis restée au Nigeria. Et j'ai réussi à trouver du travail sur place. Alors à l'époque, c'était pas évident. De nouveau, on n'était pas dans les moyens de communication actuels. Donc j'ai carrément pris mon baluchon et je suis allé voir toutes les boîtes françaises. Et j'ai travaillé pour une entreprise qui à l'époque s'appelait Entrepose de Latrebeson. Je suis pas sûr que la partie onshore, pardon, oil and gas de Entrepose existe encore. Qui faisait partie du groupe GTM Suez. Et ils avaient une base de 120 personnes avec un chef de base et j'avais été recrutée pour être une sorte d'assistante au chef de base. Donc je gérais tous les petits projets locaux, etc. Ça faisait 15 jours que j'étais là. Mon chef, qui était un de ces Français qui ont abusé des bonnes choses après 30 ans d'expatriation d'Afrique, il a eu une évacuation médicale. Et donc mon chef de Paris m'appelle et me dit... Voilà, Magali, je peux envoyer personne, est-ce que tu peux prendre la base? J'avais 25 ans, une base de 120 personnes. Je lui ai dit, ai-je le choix? Il m'a dit non. Je lui ai dit, oui, donc. Et alors là, ça a été... quand je travaillais sur les plateformes, j'avais des équipes de 2-3 personnes, donc ça, je savais faire. Et je me suis retrouvé à manager 120, comme ça. Le premier jour... Tout le monde partait à 18h, on avait des bus qui ramenaient les ouvriers chez eux. Le premier jour, 6h moins le quart, tout le monde s'en va. Donc clairement, c'était un test. Et là, c'était un peu compliqué parce qu'on ne peut pas donner une lettre d'avertissement à 120 personnes. C'est pas comme ça. Mais je savais qu'il fallait que j'établisse mon autorité maintenant, sinon j'allais faire face à des mois très très pénibles. Alors bon, avec mon expérience du Nigeria, je savais qu'il fallait que je trouve le meneur, et donc j'ai fait le pari que le patron de la sûreté, qui était lui du coup encore là, puis qui était un peu âgé, je me suis dit, allez, c'est un meneur. De toute façon, il fallait bien que je prenne une hypothèse, donc je pars sur cette hypothèse, je vais le voir, je lui dis, pourquoi sont-ils partis? Il me dit, ils étaient dans le bus, ils m'ont donné d'ouvrir la porte. Je dis, mais t'as donc ouvert la porte? Oui, avant l'heure, oui. Je dis, bon, je suis vraiment désolé, je n'avais pas mis les choses au point avec toi, mais je vais les mettre maintenant. Donc, soyons clairs, je suis ta chef, c'est moi qui donne les ordres. Et donc, je te donne l'ordre de ne jamais ouvrir la porte avant 18h, et la prochaine fois que tu l'ouvres avant 18h, tu es viré. Est-ce que maintenant, nous sommes clairs? Alors, je ne suis pas toujours aussi violente, mais c'était un moment où il fallait, de nouveau, j'ai 25 ans, je suis confrontée à ma première très grosse crise, En tout cas, pour moi, à ce moment-là, c'était une très grosse crise. Et là, voilà, fallait que je fasse quelque chose, fallait que je réagisse. Donc voilà. Bon, je fais mes enfants. Donc j'étais rentré en France pendant 2 ans, le temps de les faire. Le Nigeria au niveau structure médicale me semblait pas tout à fait approprié pour le faire là-bas, mais j'ai quitté le Nigeria, j'étais enceinte de 7 mois quand même. Et puis j'ai un peu travaillé, puis à ce moment-là, j'ai vécu les 10 années suivantes ou les 8 années suivantes. C'était un tout petit peu compliqué parce que j'essayais de suivre mon mari tout en menant ma propre carrière internationale. Mon mari, lui, était resté chez Schlumberger. Donc on est parti en Indonésie, on a fait 2-3 choses. Et jusqu'à ce que, en 2001, je revienne chez Schlumberger. À ce moment-là, Schlumberger, entre-temps, avait pris un programme de gender diversity. Il s'était rendu compte, j'avais fait partie des gens d'ailleurs interviewés pour ça, il s'était rendu compte que moi, j'étais une bonne ingénieure, il n'y avait aucune raison de me perdre. Donc, perdre une bonne ingénieure pour une histoire finalement, qu'elle veut se marier avec quelqu'un en interne, c'était très idiot. Et puis aussi regarder les problèmes de double carrière. Parce que dans une entreprise comme ça, quand on se met à recruter des femmes, à les envoyer dans les différents pays, il arrivait à d'autres ce qui m'était arrivé à moi. Et donc, ils ont réouvert les portes aux femmes, et à ce moment, enfin aux femmes, aux gens qui étaient partis. Et je suis revenu chez Schlumberger en 2001.
Alors, je suis revenue d'abord par la porte de la supply chain. Il y avait le Chief Procurement Officer qui est en train de créer la fonction supply chain, et donc il m'a recruté avec mon expérience terrain pour un peu l'aider à mettre ça en place. Et puis, très rapidement, j'ai pris un poste de manufacturing où je dirigeais une équipe d'à peu près 60 personnes qui fabriquent les outils qui vont en fond de puits. Donc, outils de très haute technologie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est assez complexe comme outil. Et là, donc jusque-là, bon, voilà, ma carrière avait été K1K1, un peu comme tout le monde. Et puis là, je sais pas, j'ai eu le feeling que c'était le moment ou jamais, que c'était le moment où j'allais faire une différence. Donc ce qui s'est passé, on était en 2004, et je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2004, on était en pleine croissance dans le pétrole, c'était juste incroyable. Et moi, les outils qu'on fabriquait, c'était quand même des lead time d'à peu près 9-10 mois. Donc je regardais mon carnet de commandes, j'avais rien. Enfin, j'avais rien, j'avais la même chose que l'année précédente. Et ça faisait pas sens. Ça faisait pas sens de me retrouver avec un carnet de commandes qui n'était pas en grosse croissance. Et donc, je suis allé voir le patron du segment, donc quelqu'un qui était là par rapport à moi. Et alors bon, j'avais fait un business case, tout ça. J'étais pas allé voir juste comme ça. C'était pas une discussion devant la machine à café. Je lui ai dit, écoute, pour moi, je suis pas d'accord. Si jamais on fait ça, on va dans le mur. Si tout ce que vous dites, si tout ce que le management est en train de nous dire en termes de croissance s'effectue, dans 6 mois, ils vont avoir besoin des outils que moi, je n'aurais pas lancés. Donc, je veux les lancer. Et je lui ai demandé de lancer 40 millions d'équivalents, de mettre au plan 40 millions supplémentaires de ce que j'avais. Donc, j'avais produit 55 millions l'année précédente, et là, j'ai mis quasiment 100 millions au plan. Donc, 40 millions de risques financiers. Et il m'a suivi, il a dit d'accord, on y va. Et pourquoi je dis c'était à ce moment-là, donc on l'a fait, enfin au quatrième trimestre, quand je me suis retrouvé, il me restait encore 10 millions de risques financiers, j'avais pas les commandes en face, j'ai eu un petit moment de panique quand même. Mais bon, entre-temps, ils avaient augmenté les capex, ce qui est logique, hein, quand on est en pleine croissance comme ça, en cours d'année, c'est assez logique d'être réactif, d'augmenter les capex. Donc, entre-temps, ils avaient augmenté les capex, ce qui fait que j'ai fait une petite campagne de pub et en disant j'ai des outils sur les étagères, venez les prendre. Et j'ai tout liquidé. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que pour moi, ça a été le point déterminant dans ma carrière où je me suis dit, là, je peux vraiment faire une différence en contact avec des grands chefs et montrer que je ne suis pas juste, entre guillemets, une petite manager de manufacturing. Et ça a été, c'est ce qui a c'est ce qui a fait la différence. Et mon poste suivant, j'étais patronne pays pour l'Angola. Donc là, je suis rentrée dans le monde exécutif à ce moment-là. Alors, le patron de pays Angola, c'était maintenant, on est en 2005-2006, 2006-2007 même. Et là, c'était, alors je ne sais pas si vous connaissez l'Angola, mais ils avaient vécu une guerre civile de 22 ans qui s'était finie en 2002. Et donc, j'arrive là-bas 5 ans plus tard, les infrastructures sont détruites, il y a plein de Chinois qui ont débarqué pour essayer d'aider à les réparer. Il y a Total, ExxonMobil, tous les gros qui sont là parce qu'il y a du potentiel énorme offshore. Donc on est dans une croissance énorme. Je crois qu'on a augmenté 200 ou 300 barils jour en un an. Enfin, c'était complètement hallucinant. Mais en même temps, on n'arrivait pas à obtenir un visa. Tellement le système avait été détruit. On n'arrivait pas à recruter un mec. On allait chercher les mecs au Portugal, au Brésil, etc. Donc moi je me souviens, je disais aux gens de mon équipe, je suis pas sûr d'avoir beaucoup dormi pendant que j'avais ce poste, parce que je disais mais ce qu'on est en train de vivre c'est historique, je sais pas si c'est déjà arrivé ailleurs et je sais pas si ça va arriver de nouveau, donc c'était extrêmement excitant, extrêmement passionnant, mais extrêmement épuisant également. Et puis ils ont trouvé que j'avais fait un bon travail et ils m'ont bougé, je suis devenue patronne Europe. Donc là je dirigeais 35 pays. Ça partait de l'Ukraine jusqu'au Maroc. Ouais, Schlumberger a des notions géographiques un peu bizarroïdes. Voilà, je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais bon, ça s'est bien passé. Ensuite, je suis revenue au siège
pour prendre un poste de VP marketing. Donc j'étais directrice Europe, tranquille, en Roumanie, ça se passait bien, tout allait bien. Et là, je reçois le fameux coup de fil qu'on reçoit chez Schloom tous les 2-3 ans. Et puis, mon chef qui me dit, voilà, Magali, il y a ce poste de libre, VP Marketing Europe-Afrique, et le PDG pense que tu devrais le prendre. Donc c'est un petit peu difficile de dire non. Je dis oui, mais je ne sais même pas comment on épelle le mot marketing. Donc, je vais bien faire ça. J'ai jamais fait de marketing de ma vie. Moi, je suis une opérationnelle. Moi, je fais tourner des trucs. Je vends pas. Et il me dit non, mais voilà, le PDG pense qu'en termes d'exposition, ça serait bien pour ton futur et tout. Donc, je prends le poste. Et je rencontre mon PDG un mois plus tard. On était à une conférence, oil and gas, machin. Et puis il vient me voir, ah Magali, alors comment ça se passe? Et là je lui dis, bah, écoute, la prochaine fois que tu me pousses du côté profond de la piscine avec une grosse ceinture de poids, ça serait sympa de me donner un flotteur ou deux. Et pendant que je lui dis ça, je pense, putain, je suis en train de parler au PDG, c'est vraiment pas comme ça qu'on parle, que je lui montre que je suis la meilleure, la plus dynamique. Mais j'étais tellement paumée. Et là, il me dit deux choses. La première chose qu'il me dit, c'est que... En fait, il m'a donné qu'il aimait bien le fait que j'ai peur en prenant ce poste. Il dit parce qu'il y a trop de gens qui arrivent trop confortables dans un poste et que finalement, le fait que j'ai peur, ça veut dire que j'allais bosser. Ce qui était le cas d'ailleurs. J'étais en train de bosser comme une malade. Il dit donc, voilà, il n'y a pas de raison pourquoi tu n'y arriverais pas. Et tu vas te mettre à bosser et tu vas y arriver. Donc vas-y. Mais la deuxième chose qu'il m'a dit, ce qui était encore plus intéressante, c'était pourquoi il m'avait mise là. Parce que j'avais pas du tout le profil. Je veux dire, le profil habituel des VP marketing, c'était, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle ici aujourd'hui, c'était les mecs qui ont le ventre de bière et qui signent les deals au bar ou au golf. C'était pas moi. J'étais bien trop jeune, je jouais pas au golf, enfin c'était pas moi. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que ce qu'il voulait faire, c'était amener un élément disruptif. Et c'est pour ça qu'il m'avait choisi. Et donc moi qui étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là tout de suite ça devenait très clair. Bon, ça aurait été mieux qu'on me le dise avant, je serais un petit peu moins angoissée. Mais finalement, voilà. Et donc, du coup, j'étais à ce moment-là en train d'essayer de réfléchir comment j'allais prendre ce poste et comment j'allais essayer de ressembler à me prendre un ventre de bière, etc. Et je bois pas de bière en plus, alors c'était embêtant. Et puis, je me suis rendu compte, ben non, en fait, je dois prendre le poste tel que j'ai envie de le prendre moi et finalement, je ne vais pas essayer de faire comme les autres. Et ça a été assez passionnant. Ensuite, je suis passé VP Shared Services Organization. Alors bon, Schlumberger a suivi la mode de tout le monde, qui est de mettre tout ce qui est back-office. Donc j'avais 8 fonctions qui me reportaient. C'était une création de poste de nouveau. Donc c'était maintenant la deuxième fois qu'on crée un poste. Et une troisième fois, après ça, ils m'ont donné le poste de VP Maintenance Monde. Alors de nouveau, création de poste. En fait, on avait à peu près 12 000 personnes dans le monde qui faisaient de la maintenance. Mais on n'avait jamais créé la fonction elle-même. Alors c'était un peu nécessaire, on avait juste 60 ans de retard sur l'industrie aérienne en termes de ce qu'on fait en maintenance. Donc là c'était assez passionnant parce que j'ai un peu retrouvé mes amours techniques. Ça faisait un peu longtemps que j'avais oublié que j'étais une ingénieure mécanique. Et puis il y a eu à ce moment-là, j'en ai eu un petit peu marre. En fait j'en ai eu un petit peu marre des postes corporate. J'avais un peu marre de faire des slides, d'être payé à réfléchir. Moi je suis une femme d'action donc... Et il y a eu une opportunité en Chine qui était extraordinaire parce que maintenant on est en 2014, on a fait un grand saut en avant. On est en 2014, on est au début de la crise pétrolière. Tout le monde est en train de virer des gens de partout. Tous mes collègues opérationnels sont en train de virer des gens. Et moi, on me propose de me donner un CAPEX à plusieurs dizaines de millions pour aller en Chine, développer le nouveau hub manufacturing de l'Est de Schloom, et surtout de double sourcer des fabrications mécaniques qu'on n'arrivait à acheter que chez un fournisseur autrichien, parce que c'était extrêmement complexe, de nouveau, des pièces qui vont dans le fond du puits, etc. Et là, ça a été passionnant. Parce que pendant que, comme je disais, tout le reste du monde avait l'air de s'écrouler d'une manière ou d'une autre, moi, j'étais avec une bande de technicos à réfléchir comment on allait lancer cette prod, comment on allait réussir à le faire. C'était un challenge technique énorme.
Et du coup, on s'éclatait, c'était vachement sympa. Et alors, pourquoi ici on parle des femmes de l'industrie? Parce que j'arrive en Chine, donc c'était une usine qui avait à peu près 800 personnes, 600 ouvriers et 200 ingénieurs. Et quand j'arrive, je remplace un homme et toute l'équipe dirigeante, c'est une douzaine de personnes, c'est que des hommes. Et donc, ils sont tous... bon, j'étais déjà un petit peu connue pour défendre la cause des femmes. Et ils sont tous à venir m'expliquer que ils font un boulot fantastique, que la moitié des femmes, la moitié des ingénieurs sont des femmes, que c'est juste génial. Donc, ils sont très, très fiers d'eux. Et là, je les regarde tous, je leur dis, vous êtes en train de me dire donc que vous recrutez la moitié de femmes ingénieurs et qu'il n'y en a pas une qui a réussi à prendre un point de management. Donc vous leur avez foutu on n'enregistre pas, vous leur avez foutu un putain de plafond de verre au-dessus de la tête et vous êtes fiers de vous. Et donc là, il y a eu un léger froid. Quand je suis partie, il y avait 5 femmes dans l'équipe dirigeante, dont pas le RH. J'avais gardé le RH homme. Alors, j'ai jamais fait de discrimination positive, donc comment ai-je fait? Et ça, c'est un truc très simple que j'ai fait dans tous les postes que j'ai occupés. C'est que quand on est dans une grosse boîte, en général, il y a des plans de succession. Donc, je sais pas, j'imagine que vous avez des plans de succession ici. Et moi, je refusais de valider le plan de succession si dedans, il n'y avait pas une femme crédible. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça force les RH à sortir de leur zone de confort. Donc, au lieu de mettre les obvious, ceux qu'on sait, ceux qu'on connaît, ceux qui parlent, ceux que tout le monde sait qu'ils seraient un bon remplacement, et d'aller chercher les femmes que j'appelle les silencieuses talentueuses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup moins bruyantes, entre guillemets, je ne sais pas si bruyante c'est le mot, mais qui parlent moins, qui se font moins connaître, qui sont moins visibles. Mais elles existent et elles ont plein de talents. Et si on ne va pas les chercher, elles ne vont pas apparaître dans les noms, elles ne vont pas être dans la tête des gens. Et moi, j'ai forcé ça. Puis au moment où on faisait la succession, j'ai tout bêtement, elles faisaient partie du panel. Après, elles n'étaient pas forcément choisies, mais au moins, elles étaient là. Et puis, j'ai fait ça aussi au niveau de National Diversity parce que je me suis rendu compte que non seulement on avait très peu de femmes, mais on avait très peu de Chinois. Donc, je trouvais ça un peu embêtant, moi, de diriger une entité où il y avait de 800 Chinois et d'avoir que des managers non chinois. Parce que je me disais, en termes, quel rêve on est en train de vendre aux jeunes qu'on embauche, aux ingénieurs qui sont là, on est en train de leur dire c'est plus un plafond de verre, c'est un plafond de béton. Hein. Donc voilà. Et alors là, transition excellente, béton, Lafarge. C'était pas fait exprès, hein, mais... et puis, donc, comme je disais, je m'éclatais bien, tout se passait très bien. Mais bon, ça faisait 2 ans et demi que j'étais là. Et alors, il y a un peu une règle d'or chez Schlumm, c'est qu'on sait qu'on ne fait jamais plus de 3 ans dans un poste. Donc, je savais que j'étais sur le départ et quand je regardais, comme je disais, hein, j'avais l'impression d'être sur mon îlot, mon petit cocon, avec tout était en train de brûler, comme hier, Notre-Dame, mon Dieu. Tout était un peu horrible autour, donc je savais pas trop quel allait être le prochain poste, mais j'étais pas sûr que ça allait me plaire. Et puis à ce moment-là, ça faisait quand même plus de 10 ans que j'étais dans des postes exécutifs. J'avais pas tout fait, mais fait beaucoup quand même. Donc j'étais pas sûr qu'ils allaient réussir à m'offrir un challenge supplémentaire. Et c'est là que j'ai eu l'offre de Lafarge-Holcim de devenir la directrice santé-sécurité. Donc c'est un poste que j'avais jamais fait. Mais bon, quand on est dans le pétrole, la santé-sécurité, ça fait partie de notre ADN quand même. Hein, Et puis, quand j'ai regardé les statistiques de Lafarge-Holcim en 2016, donc je suis rentré chez Lafarge-Holcim fin 2016, ils ont quand même eu 86 morts. Donc, et là, je sais pas, c'était ma crise de la cinquantaine ou ce que c'était, mais j'ai eu un déclic, je me suis dit, c'est quand même assez sympa de faire un job où le résultat final de son job, c'est pas juste donner un peu plus de sous aux shareholders, c'est de sauver des vies. Et donc, j'ai pris ce poste. Parce que voilà, je trouvais ça super intéressant. Je savais que j'avais tous les outils parce que je venais d'une entreprise qui était très en avance au niveau santé-sécurité. Et depuis 2 ans et demi, maintenant, je suis chez Lafarge-Holcim. On a divisé par 2 le nombre de morts en 2 ans. Donc l'année dernière, on a eu 43 morts. C'est encore énorme. Mais bon, on est quand même dans 80 pays. On fait 2,5 milliards de kilomètres par an avec nos camions. Donc on a quand même des challenges assez impressionnants. Donc voilà, je suis très contente et je dors bien le soir. Alors, avant que vous me posiez la question, mais Lafarge-Holcim, la série, tout ça.
Donc effectivement, quand j'ai été chassée, c'était pas encore sorti, mais c'est sorti à peu près quand je suis rentrée. Et je me suis évidemment posé la question, est-ce que je vais dans cette boîte ou non? J'étais réellement au moment de la signature, c'était à une semaine près. Et j'ai choisi de le faire. J'ai choisi de le faire parce que c'est pour ça qu'on parle de défier l'impossible, parce que je fais jamais ce qu'on attend de moi. Mais c'est surtout parce que je me suis dit, c'est une belle boîte qui est dans une tempête. Et moi, je trouve qu'en étant à l'intérieur, je peux faire partie de la solution. Je peux faire partie de ceux qui vont la sortir de cette tempête. Et non seulement j'ai le poste de santé et sécurité, je fais aussi partie du comité d'éthique, comme je faisais partie du comité d'éthique de Schlumberger. Et j'ai accepté en fait le poste, je me suis portée volontaire pour être la PDG de Lafarge-Essad. Donc ça, c'est un poste non exécutif, puisque Lafarge-Essad n'est plus opérationnel. C'est l'ancienne entité de Lafarge avant le merger Lafarge-Holcim. Et donc, je suis en charge du court case qu'on a en ce moment. Mais de nouveau, je me suis porté volontaire parce que j'ai dit, notre système de défense, c'est de dire, oui, on a merdé, mais on vous promet, on ne le fera plus jamais. Et moi, je veux être la garante du fait que oui, on vous promet, on ne le fera plus jamais. C'est une réalité, c'est pas juste des belles paroles. Donc voilà, j'ai à peu près terminé un peu l'échange la description de ce que j'avais fait. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Johan, ça va? Tout va bien? Ça, c'était juste une carte pour montrer où j'ai vécu, parce que c'est des pays exotiques, donc ça fait bien. Le Brésil, j'y ai passé presque un an quand j'étais étudiante. Mais c'était passionnant. Si vous avez l'occasion, allez bosser au Brésil. Voilà, et je voulais juste finir avec quelques tips. Bon, j'en ai parlé pendant la présentation, donc je ne vais pas aller trop loin. Prendre des risques contrôlés, là, c'était quand j'ai pris mes fameux 40 millions de risques. Donc, je pense réellement que si on veut faire une carrière, entre guillemets, un peu différente, il y a un moment, voilà, faut y aller. Il faut prendre des risques, il ne faut pas juste transmettre le relais. Si on fait... c'est très bien de transmettre le relais, de faire ce qu'a fait son des prédécesseurs, mais chacun de mes postes, je peux dire comment je l'ai transformé. Et ça a toujours été mon truc, c'est de dire, je ne pars pas du principe que parce qu'on fait comme ça et qu'on a toujours fait comme ça, c'est la bonne manière de faire. Et donc, pour moi, je trouve que... Alors que c'est la partie confortable, donc c'est plus compliqué de changer les choses, mais moi, c'est ce qui m'amuse. Sortir de sa zone de confort, c'est à peu près la même chose, questionner l'ordre établi. Gérer ses priorités. Comme je disais, j'ai 2 filles. Et elles nous ont suivis partout. Plus maintenant elles sont grandes, elles sont diplômées, elles bossent, enfin tout. Elles nous ont suivis partout, et ça pour moi c'était une question, c'était pas négociable. Et mon mari est néo-zélandais, donc on parle anglais à la maison, mais on les avait mises dans le système éducatif français, parce que c'est celui qui est le mieux dans le monde entier, c'est celui qui a le plus d'établissements, et surtout qui suivent le même curriculum partout, parce que c'est sponsorisé par l'État français. Ce qui fait une grosse différence avec les écoles internationales où là... et donc, pour essayer de rendre la vie de mes filles un peu moins... qui était déjà compliquée, au moins pas compliquée d'un point de vue scolaire. Et en fait, pourquoi je disais arrêter le train, là, c'est vraiment... parfois, on est tellement pris par notre quotidien, par tout ce qu'on fait, qu'on en oublie de savoir si on est là où on veut être et si on est heureux dans ce qu'on fait. On n'a pas le temps, on n'a juste pas le temps d'y penser. Et moi, pour moi, le train, c'est le train de la vie. Et de temps en temps, il faut dire, allez, je descends et je reste en gare pendant une station ou 2. Et je réfléchis. Alors bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous allez dans un monastère tibétain. Enfin, chacun sa méthode. Mais je crois que de temps en temps, ça vaut le coup de réfléchir un peu à nos priorités, où on en est, etc. Être visible, ça, je l'ai... Oula. T'as un problème, Yann. Être visible, donc ça, c'est si je fais ça. C'est la faille de sécurité d'Internet Explorer. David aussi. C'est un peu ce que je disais, toujours sur les mêmes expériences, mais particulièrement les femmes, on a un peu tendance à faire des choses bien, puis à espérer que quelqu'un va s'en rendre compte. Non, ça marche pas souvent. Donc quand on fait des choses bien, il faut le dire. Faut pas hésiter, faire de la pub pour soi, l'humilité c'est une bonne qualité, la modestie c'est une bonne qualité, mais au niveau carrière ça aide pas énormément. Donc moi je ne suis absolument pas modeste, soyons clairs. Et puis quand on arrive un peu plus haut, éviter la tour d'ivoire pour moi c'est très très important. Alors
celui qui m'a beaucoup aidé à ça, c'est déjà mon mari, parce que mon mari, lui, est quelqu'un de pas du tout ambitieux, qui n'avait pas du tout envie de faire de carrière et qui n'a surtout pas envie d'être manager. Donc à chaque fois que je revenais avec mes grandes histoires d'executive lady et que je lui parlais de le truc au dîner, il me disait mais Maggie, mais tu vis dans quelle planète là? Redescends sur Terre, c'est n'importe quoi. Ouais, ta théorie c'est vachement bien, ça fait un NPV pas possible, sur le papier c'est magnifique, mais au niveau du terrain c'est n'importe quoi. Et moi ça m'a énormément aidé et c'est quelque chose que j'ai gardé depuis. Et là dans mon poste actuel par exemple, je suis, la semaine prochaine je suis en Argentine, il y a 3 semaines j'étais en Afrique du Sud, avant ça j'étais en Ouganda. Je passe mon temps sur le terrain et je passe mon temps à parler aux gens. Parce que c'est vraiment, vraiment un écueil auquel il faut faire attention. Et puis, ne pas se prendre au sérieux. Hein. La vie est suffisamment pénible comme ça, sans plus on se prend au sérieux. Donc on constate là, de ton expérience riche que tu as du coup occupé de nombreux postes, notamment des postes exécutifs. Est-ce que tu as un jour subi le fameux syndrome de l'imposteur? Plusieurs fois, parce que je me suis toujours... à chaque fois qu'on m'a offert un poste, la majorité des fois où on m'a offert un poste, je me suis demandé, mais pourquoi? Comme je suis un peu rentré dans le détail dans le poste de marketing, mais c'était pas la seule fois. Et en fait, Schlumberger aime bien stretcher les gens. Donc, ils aiment bien nous mettre dans des positions très inconfortables. Et comme je disais, une fois qu'on avait compris qu'on était là justement parce pour faire évoluer cette position, pour être l'élément disruptif de cette position, déjà, on se sent mieux. Et puis, toutes les montagnes sont les mêmes. Hein, ça s'attaque bout par bout. Et une fois qu'on a réussi à découper le challenge en petits morceaux et à attaquer les problèmes un par un, finalement, on se dit c'est pas si compliqué que ça. Faut juste pas avoir peur. Et alors, ce que je dis toujours aux gens, c'est que si l'entreprise vous a offert ce poste, les entreprises n'ont qu'un seul objectif dans la vie. Hein. Enfin, à moins que vous travailliez pour une entreprise exceptionnelle, les entreprises, leur seul objectif, c'est de gagner de l'argent. Ce qui est bien, hein, d'ailleurs, hein, c'est ce qui permet de garder des employés, c'est ce qui vous permet d'avoir votre salaire. Enfin, tout ça, c'est des bonnes choses. Donc, ils ne vont jamais mettre quelqu'un qui n'a pas les compétences dans un poste donné. Ça n'existe pas. Donc, de dire, on va la mettre, ils m'ont choisi parce que je suis une femme, mais alors que je n'ai pas les compétences, non, c'est pas vrai. Aucune entreprise ne va faire ça. Ou alors, c'est des managers qui ne devraient pas être à leur place. Donc, quand on donne un poste à quelqu'un et qu'on se dit « mais j'ai pas les compétences », non, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'à ce moment-là, l'entreprise a jugé que vous étiez la meilleure ou le meilleur candidat pour ce poste. Point. Et à partir du moment où on est convaincu de ça, ça va vachement mieux. Et d'ailleurs, donc, on voit que tu as donc relevé de nombreux défis, donc parfois impossibles. Est-ce qu'il y a eu un défi qui était vraiment pour toi impossible et que tu n'as pas relevé? En fait, il y en a un. Un truc que j'ai pas dit, c'est quand j'ai dit que je suis reparti en Chine parce que je voulais remettre la main dans la graisse. C'est pas tout à fait vrai. Je vous ai menti. J'ai fait ça parce qu'à ce moment-là, comme je disais, j'étais à des postes exécutifs et il me manquait un échelon à monter. Il me manquait le dernier pour devenir présidente de segment, etc. Alors je faisais partie de tous les exécutifs clubs de la boîte. Je rencontre tous les présidents et mes copains. Et la seule manière, en fait, de monter ce dernier échelon, c'était de changer. La dernière phrase où je dis ne pas se prendre au sérieux, il fallait que je commence à me prendre au sérieux, il fallait que j'arrête de dire des conneries, il fallait que j'arrête de faire plein de choses que j'adore faire. Et je me suis vraiment posé la question, c'est-à-dire que c'était une décision réfléchie. Je suis très ambitieuse, je le cache pas, puis je pense pas que ce soit un défaut d'ailleurs. Et effectivement, c'était un peu un rêve d'arriver à l'avant-dernière position. Je parle pas du poste de CEO, mais la dernière jusqu'au CEO. Et là, j'ai sciemment décidé de ne pas le faire et de partir en Chine, qui était un poste largement en dessous de là où j'étais avant. Mais j'avais pas envie, je voulais pas changer, je voulais pas devenir. Il y avait trop de politique, c'était pas moi. Donc, je l'ai fait. Et d'ailleurs, donc la Chine, tu as parlé donc de ce que tu as fait au niveau des cadres. Mais dans ton intervention TED, tu parles aussi de ce que tu as pu mettre en place au niveau donc, des ouvriers. Et ce qui aussi t'a valu le prix aussi de la femme de l'industrie à l'international. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette histoire-là? Oui, parce qu'en fait, donc j'ai mon blog et j'essaie d'aider les femmes à monter dans la carrière. Mais un truc dont je me suis rendu compte un jour, c'est que mais on oublie un peu les femmes ouvrières, les femmes non diplômées, les femmes... Et nous, on n'en avait pas. On n'avait aucune femme ouvrière. Et donc, j'ai posé la question parce que moi, ça me perturbait quand même qu'on n'avait pas de femmes ouvrières. Donc j'avais réglé le problème du management, ça allait bien.
Et donc, je leur demande pourquoi on n'a pas de femmes, pourquoi on n'a pas de femmes ouvrières. Et ils me répondent parce qu'elles ne sont pas intéressées par le job. Ah bon? Et pourquoi? Bah parce que c'est du 3 shifts. D'accord. Et en quoi est-ce un réel problème? Enfin, moi, je pars du principe que je vois pas pourquoi une femme et un homme ne sont pas égaux devant les shifts. Hein. Après, vu que je pars du principe que la garde des enfants est une responsabilité partagée entre le père et la mère, il n'y a pas plus de raison que ce soit la femme qui soit présente la nuit que l'homme. Donc, je vois pas. Bon, les 2 3 chiffres, ça serait compliqué, mais pourquoi pas la femme? Et en fait, à force de questionner, je me suis rendu compte que finalement le problème était tout con. C'est que quand on était dans le chiffre de nuit et qu'on rentrait chez soi, c'était dangereux. Donc en fait, on était parti de les femmes, ça les intéresse pas, à c'est dangereux de rentrer chez soi le soir. Or, comme nous, on avait des bus qui ramenaient les gens, c'était très simple. La solution, c'était de demander au bus d'amener les femmes jusqu'au pas de leur porte, de façon à ce qu'elles puissent rentrer chez elles en toute sécurité. Et voilà. Et très souvent, on se retrouve. Là, en ce moment, mon combat actuel, c'est femmes camionneurs. Je ne sais pas si on dit camionneuse, mais voilà, je trouve il y a moins de 5% de femmes camionneurs en France. Nous, il y a un très très gros déficit de femmes, enfin de camionneurs de manière générale. Et il n'y a pas de femmes. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à recruter des femmes camionneurs? Donc voilà. Donc j'essaie aussi d'avoir des combats qui sont sur les gens non cadres, etc. Très bien, tu as anticipé ma question qui était le next challenge. Le next challenge, j'en ai plein parce que j'en ai toujours. Au niveau professionnel, j'ai jamais vraiment eu une feuille de route en fait. En fait, chaque poste, j'ai essayé de le faire le mieux possible en me rendant visible, comme je disais, puis en me disant, on verra quel sera le suivant. Mais à aucun moment, j'ai dit, je serai là dans 10 ans. Et puis ça a marché. Donc je suis un peu dans la même situation où je fais mon job, mon chef est très content de moi. Puis comme je disais, réussir dans mon poste, ça veut dire sauver des vies, donc c'est plutôt sympa. Donc je suis très bien où je suis très contente. Et puis j'attends la prochaine opportunité ou ma prochaine promotion et je me dis qu'elle va arriver, mais je ne suis pas pressée. Mais par contre, ce que je développe énormément en ce moment, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est je suis très très dans les femmes dans l'industrie. Je pense qu'on n'est pas assez de femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Je suis pas du tout la seule à l'avoir vécu, mais à en parler. Et je pense que je me dis que quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un comme moi pour me conseiller, pour un peu me guider sur comment s'en sortir dans une entreprise aussi masculine que Schlumberger. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mon blog La Pétroleuse. Je suis blogueuse pour l'usine Nouvelle. J'écris des articles. Enfin, j'essaie d'être de plus en plus active sur ce domaine-là. D'ailleurs, tu t'intéresses aussi à la transformation digitale, si je ne me trompe pas, et qui est aussi un sujet qui nous concerne tous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais justement dans le cadre de tes activités en Health and Safety, donc à Lafarge, sur ce plan-là? Alors, la population Health and Safety, quand vous allez dans les conférences Health and Safety, oh mon Dieu, ils en sont tous encore à dire ouais, faut influencer le management. Bon, c'est très bien. Hein. Alors vous utilisez le mot big data, on vous regarde. C'est quoi cette bête bizarre? Et je suis tout à fait persuadé qu'en termes de santé et sécurité, la technologie va amener un changement énormissime. Imaginez si demain j'ai plus aucun chauffeur de camion, j'ai plus que des camions autonomes, ça ira mieux. Enfin, j'en tuerai moins de chauffeurs de camion du coup. Mais aussi, on met des plaques noires dans les camions justement pour suivre la façon de conduire des chauffeurs. Ça fait partie du programme. Et en fait, ils se sont rendus compte, le Chief Digital Officer avec qui je travaille beaucoup, s'est rendu compte que grâce à ça, on savait où étaient les camions en temps réel. Et du coup, ils ont développé des apps clients basées sur mon truc. Donc on peut faire, il y a vraiment une relation business, health and safety au niveau digital, on peut faire des trucs incroyables. Et là, notre dernier petit jouet, c'est des drones qui vont à l'intérieur des silos, qui arrivent à prendre des films incroyables tout dans la poussière. Donc c'est une petite start-up qui fait ça. Ils vont pouvoir produire 40 cette année. J'ai déjà un carnet de commandes de 80 pour eux. Donc, mais voilà, je pense réellement que plus on va remplacer l'humain par la technologie, donc camions qui conduisent tout seuls, les drones, etc. Puis après, il y a toute la partie training, bien sûr, formation. Moi, mon rêve, c'est que chacun des employés Lafarge, Holcim, ait un casque connecté et quand il se promène, il y a des trucs qui lui disent attention, là c'est dangereux, là faut pas y aller, là faut faire ci, là faut faire ça.
C'est notre rêve aussi. On a tout léger problème, oh là là, tout de suite, là, les rabat-joie. On a du mal avec la Wi-Fi sur les cimenteries, du coup ça rend la chose un peu compliquée. L'essai qu'on a fait au Nigeria n'était pas très concluant à cause des problèmes de Wi-Fi, donc on regarde maintenant si on met des beacons, etc. Enfin bon, moi je m'amuse, du coup j'ai nommé quelqu'un dans mon équipe en charge du digital, je trouve ça très très rigolo, et réellement en santé sécurité, je pense que ça peut amener des progrès assez intéressants. Du coup, tu es d'accord qu'il faut qu'on ose, il faut qu'on teste, il faut qu'on bien sûr. Crame du fric s'il faut cramer, mais il faut y aller, quoi. Ah ben non, mais le Chief Digital Officer chez nous, il a une grosse enveloppe, donc je lui en pique. Mais ouais, on fait des projets vachement sympas. Puis comme je disais, c'est là où quand on arrive à lier le business avec health and safety, c'est comme l'exemple que j'ai donné des camions où maintenant on peut donner sur des apps en temps réel où sont. Vous imaginez la livraison d'un camion toupie. Vous avez déjà vu des camions toupies quand vous êtes en train de construire un bâtiment, que vous attendez le camion toupie. C'est plutôt sympa d'avoir une app qui vous dit exactement où il est dans les embouteillages, etc. quoi. Je te remercie et du coup je vais passer donc aux questions du public. Voilà, je regarde ça. Alors il y a pas mal de questions que j'ai repris. Qui étaient, tout lâcher pour vous convertir, non. Non, moi je suis une ingénieure de base. Hein. Oui, il y avait la question de la famille. Comment tu as pu gérer effectivement à la fois tes enfants. J'ai bien choisi mon mari. non, mais c'est un conseil que je donne, choisissez bien votre mari. Donc moi j'ai un mari pour qui le partage des tâches n'était pas du tout un sujet d'actualité, c'était juste comme ça que ça se faisait. Et puis bon, j'ai un peu répondu au niveau des priorités. Oui, après donc il y a les tips, tu les as partagés. Il y avait cette idée finalement de blog La Pétroleuse, de tips que tu partages gratuitement. Tu me disais la dernière fois qu'il y avait des femmes qui t'appelaient voilà comme ça. De manière très aléatoire, directement sur ton portable pour demader des conseils. En fait, je fais ça gratuitement, mais parce que ça m'apporte un reward énorme. Allez, je vais vous faire une grande envolée philosophique là pendant 2 minutes. Hein. Restez avec moi juste 2 minutes. Imaginez-vous sur votre lit de mort sur qu'est-ce qui vous rendra fier. Et je pense pas qu'avoir eu une super carte de visite avec un titre incroyable, c'est ce qui vous rendra fier à ce moment-là. Ce qui va vous rendre fier à ce moment-là, c'est si vous avez des enfants, si vos enfants sont plutôt bien et que vous en êtes fiers, ça c'est bien. Si vous avez une belle vie de famille, ça sera pas mal aussi. Et puis si vous savez que vous avez réussi à influencer la vie de gens de manière positive, et pas forcément des gens qu'on connaît d'ailleurs, là je crois que ça sera vraiment plutôt pas mal. Et donc voilà, moi ce qui me conduit, c'est qu'est-ce que je vais penser sur mon lit de mort. Oui, merci Magali. Petite question, est-ce que vous avez parlé d'un moment de fatigue dans la carrière. Est-ce que ça ne vous est pas fatigué de toujours faire l'impossible ? La chanson dit, le dernier, que mes enfants écoutent, l'impossible c'est possible, mais est-ce que les femmes finalement, on ne tombe pas toujours sur ce sujet-là ? Ça veut dire qu'on fait toujours des choses soit difficiles, soit impossibles pour faire une carrière. Alors, moi, je ne l'ai jamais pris comme ça. Je fais l'impossible, entre guillemets, c'est parce que je ne sais pas faire autrement. C'est mon caractère, je suis une pile d'énergie, je suis incapable d'avoir moins d'énergie. Quand on va danser en boîte, je suis celle qui danse le plus. Enfin, c'est juste pas possible, c'est mon caractère. À aucun moment, j'ai pensé, il faut que j'en fasse plus. Non, les conseils que j'ai donnés tout à l'heure, je pense que ça s'applique aux hommes comme aux femmes. Moi, je me dis pas, j'ai fait une carrière super pour une femme. Je me dis que non genrée, ma carrière, elle est aussi sympa, quoi. Donc, quand je dis, pour moi, un poste, faut le transformer, faut apporter quelque chose de nouveau, etc. Je pense que c'est valable pour tout le monde. C'est rare qu'on promeut des gens dont on est incapable de dire qu'est-ce qu'ils ont accompli. Si on dit, bon, ben voilà, ils ont pris un poste, ouais, non, ils l'ont bien géré, c'était pas mal. Mais vous êtes capable de donner un seul truc qu'ils ont fait ? Non. On va pas les promouvoir, ces gens-là. Enfin, en général, non. Il y a des boîtes françaises qui promeuvent sur l'ancienneté, mais c'est pas si courant. Donc, à aucun moment, j'ai fait des trucs en me disant, comme je suis une femme, que je le fasse comme ça. Et d'ailleurs, il faut vraiment beaucoup se méfier en tant que femme de ne pas devenir parano. Donc moi, j'ai donné l'exemple quand j'étais chef de base à 25 ans. C'est vrai que ça aurait été facile de dire ils m'ont testé parce que j'étais une femme. Enfin, vous mettez un jeune homme de 25 ans, blanc, qui débarque de la France à manager cette base, je pense qu'il aurait été testé de la même manière. Donc, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, et il m'en est arrivé, il aurait fallu 2 heures ou 3 heures ou même plus. Enfin, j'ai même écrit un bouquin d'ailleurs, qui s'appelle La Pétroleuse, qui est aussi en libre accès sur mon site, où je raconte tous les trucs qui me sont arrivés.
Je me suis toujours posé la question, est-ce que ça m'arrive parce que je suis une femme ou est-ce que ça m'arrive parce que je suis une personne de 25 ans, gna 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 gna. Je crois qu'une seule fois, la réponse a été, ça m'arrive parce que je suis une femme. Toutes les autres fois, ça m'arrivait parce que j'ai fait des postes très jeunes. J'étais directrice Europe, j'avais 40 ans. Hein. Ce qui est très très jeune pour un poste comme ça. Quand on m'a mise VP Marketing, ouais, j'étais une femme, mais j'étais surtout beaucoup plus jeune. J'avais un passé, enfin une expérience très différente des autres. Donc le côté femme, c'est sûr, exagérait la différence, mais tout le reste était aussi très différent. Donc j'ai jamais, enfin moi je l'ai jamais pris comme ça en tout cas. C'est vraiment mon caractère. J'aime pas faire les choses comme les autres. Donc les filles, pas de paranoïa. Hein, c'est ça pour le plafond de verre. Le plafond. Ceci dit, il y a des biais. Les biais inconscients existent. C'est pour ça que je fais partie d'associations de femmes sur ce sujet-là. Les biais inconscients existent absolument. Mais il faut quand même faire la différence et puis ne pas avoir peur, etc. Ah, j'aime bien l'histoire de l'INSA Lyon. Alors moi, j'adore, en tout cas, l'INSA Lyon tel que c'était quand je l'ai faite il y a 30 ans, ça a pas mal changé, cette école. Je crois qu'ils ont été victimes de leur succès, donc maintenant, si on n'a pas mention très bien au bac, on ne rentre plus. Mais à l'époque, c'était une super école où c'était les premiers à faire sport-études. Il y avait une ambiance pas possible, c'était vraiment une école d'entrepreneurs. Enfin voilà. Je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui, ça a pas mal gardé l'esprit. Et je reste très impliqué d'ailleurs avec les alumni d'INSA Lyon. Bon, je pense que là, on a à peu près tout. À peu près fait le tour. Ouais. Et il est 10h. Parfait. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc déjà, merci Magali. Merci à vous pour votre participation. Merci à l'équipe et surtout merci à Christophe qui nous a donné cette opportunité de t'inviter aujourd'hui. Alors en What Next, donc n'oubliez pas d'aller sur digital.grtgas.com. On publie de manière régulière nos ateliers. Donc on a eu par exemple en début de mois des ateliers autour de LinkedIn, autour de Twitter. Là on va donc introduire d'autres ateliers au fur et à mesure. Puis on aura aussi des surprises qui arriveront, notamment les prochains Wake Up. Je préfère pas en parler tout de suite. Ça arrivera prochainement sur le site internet. À très bientôt.